Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h31. Tout le monde est là, il manque que Sébastien, mais il va arriver, ça y est. De toute façon, avant de démarrer le conseil, on a un point d'information à peu près de 1h30, 2 heures sur... Ah, ça vous a fait peur, hein. Vous avez vu un peu? Vraiment, alors 1 heure ou 1h30. Sur, voilà, on voulait faire plus sérieusement. Nous sommes à une période charnière, on peut le dire. Nous avons basculé dans les 2 dernières années pleines du mandat et nous arrivons à... Salut Yann. Nous arrivons donc à une période charnière. On va vous parler un peu d'ORT, un peu d'OPARU. Ce qui s'est passé au mois de mai, la signature de la convention ORT avec le préfet, le démarrage de l'OPARU. Enfin voilà, on va essayer de vous faire un point d'étape. Un point d'information sur tout ça, parce qu'on a eu une bascule, si je dois résumer à peu près là où on en est, c'est qu'on vient de terminer 2 ans d'études et de projets, et là on va basculer complètement, on a même déjà basculé au mois de septembre, dans une phase plutôt opérationnelle, avec des projets qui vont sortir de terre, et l'idée voilà, c'est vraiment de vous faire un point d'étape sur la situation. Bon, on a préparé ça avec Amandine, mais ce qu'on a préparé, on va certainement faire différemment de ce qu'on a préparé, comme à chaque fois. On prendra la parole chacun à notre tour et il ne faudra surtout pas hésiter de nous poser des questions. Voilà, parce qu'après on va passer en phase opérationnelle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore d'informations à faire. Mais en tout cas, c'est important qu'aujourd'hui, vous compreniez bien tous, les écoutes, où nous en sommes et vers où nous voulons aller. Voilà. Amandine, je vous laisse la parole et puis on fait ça à deux, comme d'habitude. Oui. Alors déjà, bonsoir à tous. Alors oui, je veux juste resituer un petit peu les choses. Donc l'année 2022, comme disait Monsieur le maire, c'était l'occasion un peu de poser un diagnostic, comme diraient les médecins, sur la vie de malade. Donc on a mené plusieurs études thématiques, dont vous avez une exposition en maison des projets. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'analyser les forces et faiblesses de Q1, avoir une vue à 360 degrés, comprendre son fonctionnement actuel et puis faire émerger des enjeux de capitalisation. Donc l'année 2023, pour le coup, l'idée c'était de presser un traitement adapté. Donc là, on a construit un projet de territoire avec une feuille de route pour fixer un cap sur les 10-15 ans à venir et assurer une cohérence dans la prise de décision de l'équipe municipale. Je ne reviens pas sur les grandes orientations du projet de territoire. Les axes. Peut-être rapidement. Oui, je vais les lister juste pour dire, on parle d'un projet de territoire. En fait, vous vous rappelez, vous avez parlé de la labellisation Petite Ville de demain. C'est vraiment ce que cette labellisation a permis pour les élus qui font partie à la fois du projet de TVD et puis de tous les agents qui vont accompagner lors des comités techniques. C'est vraiment de ce... Pardon. Non, c'est juste qu'il n'y a plus de batterie. Du coup, ça ne va pas être simple. Un micro. Et ton micro, il marche pas? Non, il vient de se couper. Et le deuxième? Non, il ne marche pas non plus. C'est la misère. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à côté de toi. Je vais faire un parce qu'il y a pas de batterie. L'électricité est chère. Hop, je m'installe juste 2 secondes, comme ça on fait, parce que c'est pour comment on enregistre. C'est bien que vous entendiez tous. Oui, donc comme disait Amandine, voilà, on s'est saisi du sujet de Petite Ville de demain, pas uniquement pour revitaliser le centre-ville, mais comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, vraiment pour travailler sur un projet de territoire à l'échelle des 10-15 prochaines années. Alors quand on dit 10-15, il ne s'agira pas de vérifier si dans 15 ans on a tout fait ou si dans 10 ans on a tout fait. C'est plus pour avoir une prospective sur les projets et tenter de dessiner la ville de demain avec, vous le savez, tous les enjeux à la fois sociétaux et environnementaux qui nous attendent. C'est plus avoir une vision à long terme, parce qu'on le répète à chaque fois, quand on fait quelque chose dans une ville à un endroit, pour simplifier les choses, ça a forcément un impact sur le reste de la ville. Donc c'est avec cette démarche-là qu'on a travaillé avec des spécialistes et des experts le projet de territoire, parce que, je reprends cet exemple à chaque fois,
Mais quand on a laissé partir la boulangerie Marie dans la zone industrielle, on a tué notre centre-ville. Voilà, mais à l'époque c'était comme ça, il fallait qu'on puisse faire nos courses rapidement, on les faisait rapidement, mais du coup on ne rentrait plus dans notre centre-ville et les commerces ont fermé les uns après les autres. Donc un projet de territoire, c'est vraiment réfléchir à tout ça. Le collège, doit-il rester là où il est? Oui, non. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Voilà, il y a c'est toute cette réflexion qui a vraiment permis de faire émerger un projet de territoire, et donc avec les axes qui ont été définis, donc mettre en place des actions transversales à l'ensemble de la ville, donc c'est ce que je viens du coup de vous expliquer, revitaliser le centre ancien, c'est le projet qui démarrera, régénérer donc la vallée de Fur et ses abords. On n'est pas censé savoir, on sait tous plutôt, que toute l'industrie qui s'est organisée le long de la Fur dans les années 1870, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'on n'y reverra pas d'activité économique pour deux raisons. Parce que déjà on est en zone inondable rouge foncé, donc il sera interdit de remettre des gens autour de la Fur. Donc plutôt que de se dire c'est dommage, on ne peut rien faire, nous on va se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans le cadre du ZAN, zéro artificialisation nette, vous en avez entendu parler, à l'échelle de 2050, chaque mètre carré qui sera pris à la nature devrait être rendu. Donc si nous, avec un projet comme la renaturation du Val de Fur, on renature tout le Val de Fur, je dirais qu'on prend de l'avance sur le ZAN, c'est-à-dire qu'on va d'abord rendre à la nature, ce qui nous permettra donc, dans l'avenir, de pouvoir urbaniser, reconstruire ce qu'on appelle la ville sur la ville, et ça c'est important. J'aimerais que les gens l'entendent une bonne fois pour toutes. On va arrêter de s'étendre dans la plaine jusqu'à l'autoroute, on va arrêter de construire de s'étendre, ça s'appelle l'étalement urbain. Tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, on va devoir être pragmatique et reconstruire la ville sur la ville. Voilà. Quand on peut. Vous verrez, ça sera l'objet du projet en centre-ville. Donc voilà l'objet de la renaturation du Val de Fur. C'est un super projet. On a commencé déjà à prendre un peu des contacts avec les propriétaires, parce que l'idée étant pas de leur dire votre bâtiment il ne vaut plus rien, vous nous le donnez pour l'euro symbolique. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est de travailler ça sur du long terme, et d'avoir un vrai projet autour de la renaturation du Val de Fur, de Parabout, de la voie ferrée, en bas, jusqu'à la limite de Renage. Voilà, ça c'était le Val de Fur. Après, on a préservé réinventé. J'ai du mal. Non, c'est moi qui vois mal. Réinventer donc le quartier Gare Cressonnière. Là aussi, je vous expliquais tout à l'heure, mais chaque quartier de la ville a bien sa fonctionnalité, le centre-ville, le quartier de Fur, la zone du Peuras, et bien sûr le quartier Gare Cressonnière, le centre, l'épicentre de la ville, on pourrait l'appeler comme ça. Donc il y a un vrai enjeu aussi à retravailler ce quartier. Et enfin, les requalifications des entrées de ville, et en priorité l'avenue du Peuras, parce que c'est par ici que tout le monde arrive, et c'est par ici que c'est moche. Voilà, donc ça c'est les grands axes. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On dit. Oui, donc tout ça, tout ce travail bien sûr est acté en fait dans une convention avec la préfecture, c'est ce qui s'est passé le 26 mai. Le département, le Pays Voironnais et le département du Pays Voironnais et la préfecture et l'État. Et nous, du coup, ça veut dire que c'est pas juste on fait des graphiques, on fait des études et puis on se tape sur le ventre en se disant c'est bien ce qu'on a fait. Non, maintenant l'objectif c'est de passer à la phase opérationnelle. Voilà, donc c'est donc l'État s'engage à nous aider, le département s'engage à nous aider, la CAPV s'engage à nous aider, on donnera un peu des chiffres tout à l'heure. Et nous on contribue, donc il y a un vrai engagement. Et donc cette convention ORT a fait, par les projets de territoire, donc il y a plein de sujets dedans, on a 28 fiches actions, 27 fiches actions, donc on ne va certainement pas les détailler ce soir, mais encore une fois, vous passez en maison de projet, elles sont détaillées, et ces fiches actions, ça va de, par exemple, la revitalisation de la place Docteur Valois, un exemple comme ça, à la réhabilitation du collège, à un travail sur le quartier de rénovation urbaine de la Cressonnière, la renaturation de la vallée de Fur, voilà. Donc 27 fiches actions ont été priorisées lors d'un colis qu'on a fait
maintenant, c'est d'essayer de les mettre en œuvre dans les années à venir, d'où le sujet des finances, parce que c'est ce qui va nous permettre, là, incessamment sous peu, de pouvoir chiffrer tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure à l'équipe, il y a 10 minutes, de tête, on est entre 20 et 30 millions d'euros sur les 10-15 ans à venir, donc vous imaginez bien qu'on ne le fera pas tout seul, et que ça sera très important que les signataires nous accompagnent. Et par rapport à ça, moi je peux vous confirmer déjà ce soir que le département nous accompagne bien sur la place Docteur Valois. Je laisserai le président Darguier annoncer ça par lui-même. Je crois que ça a été fait dans le Dauphiné, je crois. Il a annoncé 5 millions d'euros pour les 14 petites villes de demain. Je vous laisserai pour votre calculatrice. La région nous accompagne aussi. Donc, il y a, avec vraiment cette convention ORT, il y a vraiment un accompagnement de tous nos partenaires pour faire émerger ces fiches projets. Dernière petite précision, quand je vous dis 20-30 millions d'euros sur les 27 fiches projets, il y a des projets, c'est purement porté par le privé. Ou c'est porté par le privé et nous, ou que nous. Par exemple, le groupe scolaire, c'est que nous. La requalification de l'IME, c'est pas nous du tout. Le collège, c'est pas nous du tout. Mais le collège, c'est pas nous du tout, mais vous imaginez bien que ça va engendrer des coûts pour la commune, parce qu'on va pas pouvoir se limiter juste à refaire le collège et puis laisser l'aménagement autour comme il est aujourd'hui, alors que ça ne fonctionne pas. Donc, le projet de territoire, c'est vraiment ça, c'est pouvoir anticiper l'évolution de la commune et pas se retrouver au dernier moment le nez face au problème en se disant mince, il vient de refaire le collège, mais par contre, on ne fait pas la route autour, donc le merdier avec les bus, il va continuer. Voilà. On est bon sur l'ORT, Mandy ? Est-ce que vous avez des questions sur l'ORT avant qu'on passe sur l'OPARU ? Donc, maintenant, la phase opérationnelle de l'ORT, c'est petit à petit de prendre les fiches projets et de les transformer en vrais projets. Et une des fiches projets qui va se transformer rapidement en projet, c'est la requalification de la place Docteur Valois. On en parle tout de suite un petit peu où on en est. Donc, cette fiche projet, bien sûr, c'était un des sujets de notre campagne. Donc, voilà, on a dit qu'on le ferait, et finalement, on le fait. Donc, la place Docteur Valois, ça a démarré, je le rappelle, pour ceux qui auraient oublié, il y en a quelques-uns qui oublient le passé, par de la consultation, la participation citoyenne, à la fois avec les habitants dans un premier temps, avec les commerçants dans un deuxième temps, et ensuite une réunion de concertation entre les habitants et les commerçants. De ces réunions de concertation qui ont été faites par le programmiste est sorti des orientations d'aménagement. J'insiste, des orientations d'aménagement et pas un plan d'aménagement, parce qu'il y a déjà plein de Tubinois qui ont dessiné la place Docteur Valois alors que nous on ne l'a encore pas vu. Donc on parlait bien d'orientations d'aménagement qui sont sorties en avril. C'est donc les élus qui ont validé en copie de PVD les orientations d'aménagement de la place Docteur Valois au mois d'avril. Il y a eu une présentation publique en avril, dans la foulée. Une centaine de personnes s'étaient déplacées. On a eu des gens qui étaient plutôt contents, d'autres qui le sont moins. Jusque-là, tout est normal. L'inverse m'aurait étonné. Et là-dessus, nous avons recruté un maître d'œuvre qui, lui, à partir de ses orientations, travaille depuis le mois de septembre à une esquisse par rapport maintenant à vraiment le terrain. C'est pour ça que vous allez voir, vous avez déjà vu, il y a eu des comptages routiers qui ont été faits. Voilà, il travaille à la faisabilité du sujet, parce que maintenant, il va nous sortir d'ici une semaine, en copie de PVD, on aura la présentation de la première esquisse, mais toute cette période de septembre à décembre, voilà, comme dit Amandine, on va voir la faisabilité. Donc il y a eu des carottages dans le parking, on va avoir des fouilles archéologiques pour voir s'il n'y a pas des momies, je ne sais pas. Voilà, donc on passe dans cette étude de faisabilité. On aura une proposition d'esquisse le 7 décembre. Voilà, le 7 décembre. Derrière, il y aura une prise de position des élus qui sont en copile. Alors, il peut avoir un remoulinage du maître d'œuvre. Début janvier, on rencontre les commerçants qui nous ont sollicité parce qu'ils sont inquiets, et donc on les rassurera. Donc il y aura une présentation aux commerçants début janvier.
avec peut-être des modifications à la marge, si ça reste dans les orientations que nous nous sommes fixées. Et ensuite, on aura une présentation en réunion publique le 31 janvier, c'est la date qu'on a retenue, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises, oui c'est ça, c'est le 31 janvier. Est-ce que vous vouliez que ce soit en février ou en janvier donc, c'est l'inverse. Voilà, donc le 31 janvier, présentation au public, et dans la foulée, je ne rentre pas dans les détails, mais ça sera toute la partie recrutement des entreprises. Oui. Ah oui, alors, bien sûr, je vais un peu trop vite. Là, il y aura bien sûr, dès le 31 janvier, la maquette sera en maison de projet, et on réouvrira la maison de projet un peu comme ça se faisait au mois de février l'année dernière, plusieurs fois par semaine, peut-être même en soirée pour permettre aux gens de venir plus sereinement, et pour pouvoir expliquer comment on en est arrivé à ce projet et comment la suite se mettra en place. Donc après, les entreprises seront recrutées et les travaux sont censés démarrer à l'automne 2024 et se terminer à l'automne 2025. On a pris un peu large, mais en tout cas, l'idée c'est de dérouler ce planning. Et pour vous informer aussi de tout ça, depuis le mois de janvier qu'on travaille sur ce projet, nous ne sommes pas sortis du planning. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on en sorte. Voilà, donc ça c'est la place Docteur Valois, c'est vraiment le projet phare et le projet, on va dire le premier projet démonstrateur de là où nous a emmené ce travail sur l'ORT qui nous a permis Petite Ville de demain. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui. J'ai une question notamment sur. Alors j'ai bien entendu qu'il y aurait une réunion avec les commerçants qui permettrait d'éventuelles modifications sur le projet. Est-ce que la même chose est faite avec les habitants qui permettront éventuellement de... La réunion publique, non, en fait aujourd'hui, la réunion avec les habitants a eu lieu en concertation. Aujourd'hui, le projet sera défini en fonction des orientations qui ont été décidées par les habitants et les commerçants. Cette réunion avec les commerçants aujourd'hui, c'est uniquement pour affiner des détails techniques du style les places de livraison, sur des choses qui les concernent dans leur quotidien. La présentation du 31 janvier sera une réunion publique de présentation. Voilà. Et le projet, alors, si il y avait un énorme problème sur le sujet, on sera en capacité de revenir en arrière. Mais le travail, les experts sont dessus, on est dessus depuis un an. Ce qui se dessine, vous aurez l'occasion de le voir, il n'y aura pas de sujet, de clivant. Oui, bien sûr. Une petite question. Est-ce que le 7 décembre, nous avons une proposition ou plusieurs? Est-ce qu'on choisit plusieurs propositions? Alors, juste déjà pour rebondir sur votre... en fait, en tout début de démarche, on a présenté le processus de concertation, la méthodologie que les élus ont décidé de mettre en œuvre. Et l'objectif, en fait, c'était d'avoir différents niveaux d'intervention de la part de la population. Donc, une phase très participative en début de démarche. Et c'est ce que M. le maire rappelait. On a tout de suite organisé des réunions de concertation sans même avoir rien décidé pour vraiment capter les besoins et les envies des habitants. Ensuite, on a fait travailler les experts et en fait, là, on considère que finalement, on est plus sur l'information descendante. Effectivement, il y aura peut-être des ajustements à la marge, c'est pas de soucis. Mais on estime que là, il y a des experts qui ont travaillé sur la question et que du coup, il n'y a plus lieu de concerter en fait, à proprement parler sur le projet. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient, les comptes rendus des ateliers de concertation sont en ligne. Et je pense qu'il est intéressant d'aller les relire a posteriori, parce que tout ce qui a été dit dans les ateliers de concertation sont ressortis, ont été d'ailleurs utilisés dans le programmisme pour les orientations. Et les remarques aussi. Ah oui, les remarques à la maison de projet. Voilà, toutes les personnes, en fait, il y a à peu près 600 personnes qui sont passées à la maison des projets depuis son ouverture en février. Et donc nous, on a relevé vraiment toutes les remarques dans un cahier et j'ai fait remonter toutes les remarques au maître
maître d'œuvre. Donc voilà, donc tout a été pris en compte. Voilà. Mais comme tout projet, il sera de toute façon discutable à vie. Voilà. Mais à un moment donné, le rôle des élus est de décider, parce que sinon, le sujet de la place Docteur Vallon, il fera comme il fait depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'on ne fait que d'en parler. Et nous, on n'a pas décidé d'en faire que d'en parler. Donc, et je crois, l'atelier des Quintes pourra le repréciser à la réunion publique, ils n'ont jamais vu cette manière de faire participer la population dans des ateliers de concertation. La plupart du temps, c'est souvent des projets qui viennent des élus et qui sont présentés directement. Là, ce n'est pas le cas. Alors oui, certains habitants ne sont pas contents parce que ce n'est pas comme ils voudraient. Oui, malheureusement, c'est la vie qui ne peut pas satisfaire tout le monde. De toute façon, mais je peux vous assurer que le résultat de la place qui va être proposée répond complètement aux enjeux environnementaux et sociétaux de demain, à partir du moment où on a décidé d'en faire une place. Voilà. Du coup, l'esquisse, autant sur la phase de programmation, il y avait 2 scénarios qui étaient proposés et les élus ont choisi le scénario qui leur convenait. C'était d'ailleurs 2 scénarios très contrastés et les élus ont choisi le moins contrasté possible, en tout cas celui qui pouvait permettre le plus de compromis possible. Et sur la phase d'esquisse, là, voilà, on a une esquisse, un avant-projet, mais pas plusieurs versions. Mais encore une fois, voilà, on a un ajustement qui est prévu jusqu'au mois de février. Après, en mars, vous revaliderez cet avant-projet définitif. Et ensuite, on passera en phase opérationnelle, organisation de chantier, recrutement des entreprises, etc. D'autres questions, pardon? Ouais, juste une. Alors, je suis désolé, je reviens un petit peu en arrière sur le projet fonctionner demain. Je crois que c'est une trentaine de projets qui ont émergé, il me semble, c'est ça, oui. priorisés par les élus. Et du coup, ma question, alors je suis désolé, moi j'arrive, donc je peux peut-être un peu naïf, mais est-ce que justement la population aussi à ce moment-là a été consultée par rapport à la priorisation de ces projets? Non. Sur les projets qui ont émergé, c'est le PBD, qui, alors aujourd'hui, ils sont pas priorisés de manière définitive, à part la place Docteur Valois qui est plus que priorisée parce qu'elle est lancée. Après, dans ces projets-là, il y a la renaturation de Fur. Alors, pour le coup, je dirais que si tu veux rattraper un peu, il faut passer en maison de projet numéro 2 et puis Amandine et Agathe te feront un petit retour en arrière sur tout ce qui s'est fait. Les projets, c'est plus pour être dans l'opportunité aussi de ce que l'État peut financer. Très clairement, la renaturation du Val de Fur, si dans quelques années l'État met beaucoup d'argent et beaucoup d'aide sur, par exemple, un fonds friche comme ce qui existe aujourd'hui, eh ben nous, on pourra dégainer, non ? Dégainer, pardon. Dégainer, donc, le projet rapidement, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que l'État, quand il met des aides comme ça, il faut déposer le dossier dans les 3 mois, ce qui est impossible. Donc nous, on sera prêts. On a un groupe scolaire aussi dans la fiche projet. On est tous d'accord qu'il y a Tunin pour un groupe scolaire. Maintenant, est-ce qu'il sera dans le 3, dans le 6, dans le 8, dans le 9 ? Après, le côté priorisation, c'est aussi un peu en fonction des opportunités. Mais ça reste à la main des élus, sachant que la maison de projet est faite pour ça. On a discuté plus d'1 heure et demie avec un habitant de Tullin qui est venu hier en maison de projet. Il a balayé les fiches projets et de par les échanges qu'on a avec eux, on sent aussi au sein de la population ce qui est un peu urgent. Par exemple, dans une des fiches projets, on a tout ce qui est schéma mobilité. Donc très clairement, aujourd'hui, la mobilité douce sur la commune, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'urgent sur lequel on va devoir travailler. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place assez rapidement, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un projet, on essaiera de connecter notre schéma mobilité. Voilà. Juste pour rajouter sur la partie concertation, donc, pour rappeler j'ai une collègue qui est dédiée à la démocratie participative et qui, elle, même si sur la priorisation générale des actions, on n'a pas inclus la population, pour chacune des actions, pour le coup, elle va regarder si c'est pertinent ou pas de concerter avec les habitants. Je
vous laisse regarder dans le détail, mais il y a des actions sur lesquelles c'est pas du tout intéressant d'inclure la population, parce que voilà, c'est des éléments plutôt juridiques. Par contre, voilà, elle va à chaque fois réfléchir au niveau d'implication qu'il apparaît pertinent de mettre en place avec la population. Typiquement sur le projet du Val de Fur, par exemple, si on prend celui-là, qui est un projet ambitieux, il y aura de la participation citoyenne. Voilà, au stade où on est aujourd'hui, ça sera plutôt les études de foncier, de choses comme ça, mais à un moment donné, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait sur le Square Guély. Le Square Guély à Fur, c'est typiquement un projet 100% citoyen. Nous, on n'a fait que de décider ce que les habitants voulaient. Voilà. Et ça, là, par exemple, le Square Guély, c'est une petite pierre du projet du Val de Fur. Voilà. Parabout, qui va être réhabilité, il n'y a pas de participation citoyenne. Le sujet, il est tellement complexe, porté par le Pays Voironnais, qu'aujourd'hui, c'est des décisions d'élus, mais ça reste des décisions d'élus qui sont quand même en lien avec le besoin de la commune. Ça sera une cité artisanale. Voilà. Le PPI. Oui. Alors, le plan d'action, fiche action, vous avez parlé tout à l'heure, nous permet aujourd'hui d'avoir une vision, alors pas aujourd'hui, mais dans très peu de temps, une vision très précise de tout ce que cela va nécessiter comme financement, et ça va donc nous permettre de mettre en place un PPI, mais pas sur la durée d'un mandat ou d'un demi-mandat, mais sur la durée de plusieurs années. Voilà. Donc là, c'est notre prochain travail qu'on va avoir à faire en début d'année. Les grosses masses financières, qui, comme je vous disais tout à l'heure, le groupe scolaire, c'est 100% pour nous. Le collège, c'est pas pour nous, mais ça va générer des aménagements autour. Donc tout ça, ça sera dans un PPI pour les X années à venir. On va essayer de faire de la prospective financière. On en a parlé juste avant de vous rejoindre, au moins jusqu'à 2030. Voilà. Sur les projets. L'OPARU, Amandine fait le Donc parmi ces 27 fiches actions, on a la place Docteur Valois, on a aussi donc, le dispositif d'OPARU, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. C'est un peu jargonneux, mais en gros c'est un dispositif à la fois incitatif et coercitif qui permet d'agir dans le parc privé de logement. Donc on a eu sur l'année 2022-2023 une étude préalable pour analyser la situation en matière de logement et d'habitat, comprendre quelles étaient vraiment les problématiques. Donc on a identifié, je ne reviens pas vraiment dans le détail, mais des grands enjeux, donc des problématiques d'habitat indigne, d'insalubrité, beaucoup de vacances, on a près de 150 logements qui sont vacants dans le centre-ville, donc c'est énorme. Des copropriétés désorganisées, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas structurées en syndic, donc pour prendre des décisions au niveau des travaux dans les communs, ce genre de choses, en fait, ça ne se fait pas. Un patrimoine dégradé, des propriétaires aux revenus peu élevés, et puis des îlots qui concentrent toutes ces problématiques-là, donc sur lesquelles on a même des fois un arrêté de péril parce que voilà, la situation est vraiment compliquée. Donc comme je disais, c'est pour répondre à l'ensemble de ces problèmes, l'OPARU, c'est un dispositif incitatif et coercitif, donc c'est des aides financières, de la défiscalisation, un accompagnement juridique justement pour structurer les copros avec un syndic, un accompagnement technique aussi au montage de dossiers justement pour toucher ces aides financières, pour pouvoir les cumuler. C'est aussi une veille et la mise en place d'outils tels que le permis de louer, où en fait sur un certain périmètre, les propriétaires qui ont des logements très dégradés, en fait, doivent avoir une autorisation pour pouvoir louer leurs biens. Et ça permet de s'assurer que le bien est effectivement louable dans des conditions dignes. Je vous laisse parler du coût total de l'opération et de la motivation des financements. Ok, donc c'est vraiment un dispositif à destination des habitants du centre-ville. Enfin, il y a un périmètre qui a été défini. Donc il y a FUR, voilà, il y a vraiment, pareil, maison de projet, il y a tout, le périmètre dans lequel les gens pourront venir
bénéficient des aides à la fois financières, comme l'a dit Amandine, mais surtout, parce que souvent c'est pas suffisant, hein, quand les copropriétés n'arrivent pas à se monter, c'est aussi plus un accompagnement. Donc là, ça va être vraiment un accompagnement personnalisé, donc ça va durer 5 ans pour l'instant, avec la possibilité de reconduire tout ça. Et ça, c'est important de le retenir, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est certainement jamais arrivé à Tullin, ça c'est certain, une telle somme. C'est près de, sur 5 ans, de 6 millions d'euros qui peuvent être injectés auprès des habitants de la commune. 6 millions d'euros, 1,2 million d'euros par an. Voilà, donc ça, c'est réparti par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour 3,7 millions. Le Pays Voironnais qui met 1 900 000 euros sur la table aussi pour la commune de Tullin. La Banque des Territoires, 150 000 euros. Et puis, nous, la ville de Tullin, on abondera aussi à hauteur de 175 000 euros, donc sur les 5 ans, c'est 35 000 euros par an. Et là, on fléchera les aides, c'est ce qui est ressorti du COPIL, plutôt sur la préservation du patrimoine et le ravalement des façades. Donc, je pense qu'il faut mesurer très clairement ce qui nous arrive. 6 millions d'euros pour la commune de Tullin. Pour une opération, une OPARU, c'était juste impensable au démarrage de tout ça. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de la réelle volonté des partenaires de nous accompagner, c'est traduit là, dans ces chiffres-là. Donc demain, il n'y a aucune raison, alors ça ne mettra pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça mettra certainement de nombreuses années, il n'y a aucune raison que le centre-ville ne change pas de visage. Aujourd'hui, c'est un appartement sur 4 qui est vide. Un appartement sur 4 qui est vide. Ça, c'est du factuel. Donc si aujourd'hui on ne fait rien, demain il n'y a plus de centre-ville. Donc cette aide, qui n'est pas une petite aide, va vraiment pouvoir accompagner les propriétaires pour vraiment faire des travaux. Nous, on avait visité Sisteron qui ont bénéficié de cette opération. C'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant le résultat. Alors c'est long. C'est long. Mais 6 millions d'euros, c'est pas rien. Et je vous invite à aller voir les chiffres pour l'autre OPARU qui est sur Voiron. Vous verrez, on n'a pas à rougir de ce que le Pays Voironnais met à Tullin ou l'ANA non plus. Alors que Voiron est une ville simple. Plus important que la nôtre. Mais tout ça veut dire aussi, c'est pas forcément un cadeau qui nous est fait, c'est parce qu'on a une ville qui est malade. Amandine a repris le terme tout à l'heure de diagnostic, on en est là aujourd'hui. À part l'intuition de se dire que le centre-ville il meurt, oui, il ne meurt pas, il est mort. Donc il y a un vrai coup de boost à mettre, et c'est pour ça que le projet de la place Docteur Valois qui vous sera présenté, pour nous il est important, parce qu'on ne peut pas aller dire à des propriétaires refaites votre façade, refaites votre mur, là c'est moche, et puis nous de garder une place Docteur Valois qui est bondée de voitures et qui ne ressemble pas à une place en fait. Donc l'objet de la place Docteur Valois, c'est vraiment de montrer aussi aux habitants que nous, on y va. Voilà. On met 2,5 millions d'euros cette fois-là, encore 1,5 million après pour la rue Générale de Gaulle. Donc voilà, tout le monde se mobilise pour son centre-ville. Et tout ça sera bien sûr au service de la revitalisation de la commune. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'un projet de territoire sur 10-15 ans, parce que ce n'est pas des choses qui se font sur 2 ou 3, peut-être même plus de 10-15. Et l'idée c'est d'aller vers une trajectoire en fait, et d'emmener tout le monde avec nous. Voilà pour l'OPARU, début mi-2024. Voilà. Donc permanence en maison de projet aussi, pour accompagner les propriétaires, les aider, leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide, les aider à créer leur copropriété. Voilà. Vous avez des questions sur cette OPARU? Oui. Est-ce que dans les aides, donc il y a les aides financières, est-ce qu'il y a des aides pour concevoir leur logement ou une autre pour harmoniser tous les logements? Il y a toutes les aides, en fait il y a vraiment tout un package, un packaging d'aide. Alors il y a des aides juridiques, il y a
y a des aides au montage des dossiers, il y a des aides financières, effectivement. Mais pour ce que vous évoquiez, en fait, ça fait l'objet d'une autre fiche action, qui est une fiche architecturale et patrimoniale, où là, en fait, vraiment, l'idée, c'est d'aboutir à un guide très concret, très opérationnel, à la fois pour les artisans, pour les guider dans la rénovation du patrimoine ou sur les bons matériaux, sur les techniques aussi. Et pour les habitants, effectivement, l'idée c'est d'avoir un guide qui permet de leur dire, souvent on ne sait pas par quoi commencer, en fait, on ne sait pas comment s'y prendre quand on a un immeuble à rénover. Et donc là, voilà, c'est d'avoir ce guide-là très précis pour aider les habitants à rénover aussi bien leur logement que leur patrimoine. Je ne sais pas si je réponds. Histoire que les rues ressemblent à quelque chose. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est. Exactement. C'est pour ça qu'on va recruter un architecte du patrimoine. C'est des architectes spécialisés justement dans l'architecture ancienne, médiévale notamment, et que voilà, on ait une cohérence. C'était ce qui manquait justement dans l'OPAE, c'était ce volet patrimoine justement et architecture. Non, pas d'intervention du public pendant le conseil municipal. À la fin peut-être, si on a le temps, mais pas pendant le conseil municipal. Vas-y, parle fort. Juste pour rebondir sur l'opéra Chernobyl qui est déjà en cours à Voiron, pour lequel on a voté toutes les aides au pays voironnais. Il y a un vrai soutien sur le montage des dossiers pour que les gens sachent où flécher leurs premiers travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, avec l'explosion du prix du gaz, on se rend compte qu'il faut réaliser une façade, il faut remplacer des fenêtres. Mais ce n'est pas précisément à chaque fois ces éléments-là qui peuvent faire. Il y a un gros problème sur une VMC qui consomme énormément et qui aspire beaucoup d'air et qui du coup renouvelle trop l'air. Et donc on a ces possibilités-là de flécher ces travaux. Et dans tous les cas, étant donné que c'est des travaux qui sont subventionnés par l'ANA, il faut qu'il y ait un gain énergétique de l'ordre qui soit justifié. Il faut que les dossiers, bien entendu, soient déposés par des déclarations préalables de travaux, etc. Et aller négocier 6 millions d'euros, c'est quand même pas rien, parce que ça a été un gros travail pour y arriver. Ça va permettre de transformer totalement d'une part le logement insalubre que les gens louent. Le permis de louer aujourd'hui, avant, il est en cours de mise en place. Il n'y aura plus un logement qui pourra être loué en étant qualité insalubre. On sait déjà à Turin qu'on en a quelques-uns, où ces logements sont mis en péril, mais quand vous avez quelqu'un qui est déjà dans un logement à qui on dit vous allez vous payer un loyer, mais par contre il va falloir aller voir parce que le logement est insalubre, ça nous met dans des situations qui sont très compliquées à gérer. Et là aujourd'hui, en mettant en place ce permis de louer, ça empêchera tout propriétaire ou tout marchand de sommeil, comme on les appelle, de pouvoir louer ces cas. Donc c'est, en termes de qualité de vie pour les habitants, c'est phénoménal. Pardon, on n'est pas dans le conseil municipal, donc je peux vous donner la parole. Excusez-moi. Trop l'habitude d'être dans le conseil municipal, mais on n'a pas démarré encore. Ok. Pour la maison des projets, tout ce qui est dedans, est-ce que c'est possible de le mettre sur Internet, tout simplement par accès? Parce que là, les horaires, c'est 10h, 16h. J'ai regardé que certains jours de travail, c'est un peu difficile de voir. Je l'avais vu, mais en fait, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je l'attendais. Alors en fait, on va changer les horaires. Mais en fait, on veut vraiment que ça soit une maison de projet où il y ait des échanges. Donc il y a une partie des documents qui sont sur Internet, mais il y a une exposition, il y a une vidéo qui tourne et il y a surtout beaucoup d'informations et qui suscitent les échanges. Donc on va ouvrir, en fait, on n'a encore pas défini les heures, mais ça sera de 17 à 20 heures. Et puis des samedis matins, voilà, à partir du mois de janvier. Donc du coup, ça sera la possibilité d'avoir du monde à des heures. Mais c'est vraiment important de venir discuter parce que la petite anecdote, c'est que le monsieur qui est venu hier, il est venu pour 10 minutes, il est resté 1h30. Voilà. Et c'est ça qu'on veut en fait. Parce que, entre tout ce qui se dit, une grande partie c'est faux. Là au moins les choses elles sont claires et on écoute les gens, leur inquiétude. Voilà, et on leur explique pourquoi ce choix, pourquoi ça, pourquoi pas ça, et on discute et on entend ce qu'ils disent. Voilà. Et ça évite qu'il y ait des idées fausses qui circulent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir. Il faut noter que 600 personnes dans une maison de projet, c'est énorme compte tenu du nombre d'habitants à Turin. Une réunion publique, c'est 40-50 personnes, dont la moitié qui viennent là parce qu'ils n'aiment pas ce que vous faites et qui ne permet pas à ceux qui peut-être aiment d'avoir la parole. Là, l'avantage à la maison de projet, c'est que tout le monde peut s'exprimer.
Donc on est très content et c'est pour ça qu'on insistera sur le fait que ça restera le point de contact entre les habitants et les élus et les agents qui seront là pour vous répondre aussi. Voilà. Donc on vous redonnera les horaires. Ça sera en soirée. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va démarrer le conseil municipal. Le PCS, Attendez. Oui, pardon. Alors dans Tunamal, il y aura aussi un gros dossier au mois de février. Tout de suite après la réunion publique. C'est bon? Bon, on libère Amandine. Merci Amandine. Dolores pour le PCS. Je vais faire court, je vous rassure. Le PCS, c'est le plan communal de sauvegarde. Et on a procédé à une modification, une révision du PCS récemment. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le PCS? C'est un outil à destination des élus pour leur permettre de gérer des situations de crise en cas de survenue d'un risque majeur. Un risque majeur, c'est quand on a la rencontre d'un aléa, c'est-à-dire par exemple une inondation, un séisme, avec des enjeux qui sont des enjeux pour la vie des habitants, les habitations, les biens qui appartiennent aux uns ou aux autres. Donc dès lors qu'il y a un risque majeur, il faut établir des solutions, des outils pour gérer le mieux. Le PCS a été établi initialement sur la ville de Tunin en 2012. Et on a obligation de réviser tous les 5 ans. Il y a eu une révision en 2017, et donc on s'est attelé à la révision suivante. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on n'a pas fait une révision cosmétique, on a aussi ajouté de nouveaux risques dans le PCS qui n'avaient pas été identifiés pour des raisons très justes, que je vais vous expliquer dans un instant. Alors le PCS définit en gros l'organisation du poste de commandement, on appelle ça comme ça dans un PCS, c'est-à-dire des cellules de crise qui entourent le poste de commandement lorsqu'il faut gérer l'urgence sur la commune. Ça définit pour chaque risque, quels sont les risques sur la commune, quels sont les enjeux concernés, quels sont les bâtiments éventuellement qui peuvent être touchés ou les populations vulnérables concernées. Et ça lui donne des outils rapides d'utilisation, des instructions, des consignes pour établir par exemple un plan d'évacuation ou pour mettre en place un système d'hébergement pour les sinistrés. Je vous donne les grandes lignes du PCS. Je voulais juste vous évoquer avec vous les risques majeurs qui sont identifiés sur la commune. Donc dans le PCS de 2012, qui est actualisé en 2017, vous avez le cas général qui concerne les aléas climatiques. Donc les inondations, la neige, pas les inondations, la neige plutôt, le froid, des choses comme ça peut être la grêle. Vous avez une fiche spéciale sur les inondations et les crues torrentielles, une sur la rupture de barrage, une pour le mouvement de terrain, enfin les glissements de terrain qui sont potentiels sur la commune, une qui concerne les accidents de transport de matières dangereuses, puisque nous avons des camions qui traversent la commune avec des matières dangereuses, il y a des trains, il y a également un saumon-duc, et le séisme. Et parmi les nouveaux risques que nous avons identifiés, pour lesquels nous avons souhaité créer des fiches particulières, il y a les actes de terrorisme. Bon, hélas, on voit bien que de nos jours, on est à l'abri dans nulle commune et à nul endroit de ce qui peut se passer si un forcené rentre dans un établissement public. Il y a les feux de forêt. L'année dernière, à la Guisse, il y a eu des gros sinistres avec les incendies. On pensait en être épargné jusqu'à maintenant dans notre région, mais ce n'est plus le cas. Le risque sanitaire, puisque la crise du Covid nous a bien montré qu'on n'est plus à l'abri non plus de risques épidémiques. Donc il y a des fiches particulières pour gérer ce genre de situation. La canicule, qu'on pourrait traiter comme un aléa climatique standard, mais en fait on se rend compte que la canicule dure de plus en plus longtemps et est de plus en plus fréquente. Donc c'était intéressant d'avoir une fiche spécifique pour ce risque. Et enfin la pollution du réseau d'eau potable. Nous ne sommes pas à l'abri d'une pollution accidentelle ou volontaire du réseau d'eau potable. Voilà en gros ce qui a été rajouté dans le PCS. Le plan communal de sauvegarde est étroitement lié au DICRI, les documents d'information communale à destination des habitants, cette fois-ci, sur les risques majeurs.
Et vous avez pu voir dans le dernier Funamac que le DICRIM a été distribué à l'ensemble de la population. Il est aussi téléchargeable sur le site web de la commune et ça décrit pour les habitants les consignes à respecter lors de la survenue d'un risque majeur. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je voudrais simplement souligner pour tout le monde que ça a été vraiment un très gros boulot de remettre tout ça à jour avec tout ce qui a été rajouté. Et félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé à ça. Pardon. Merci Dolores. Et donc on envisagerait peut-être un exercice grandeur nature en mode en 2024. Je vous propose qu'on démarre le conseil municipal cette fois pour de vrai. Je vais faire l'appel. Donc, Jean-Tourné Gérald, Dolores Adamski, Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi, Alain Fernandez, René Martin, Pascal Lubin, pouvoir à Brahim Sadi. Il y en a qu'un qui marche déjà. José Dos Santos, pouvoir à Dolores Adamski. Sébastien Magnier, Damien Massiliera, pouvoir à Florian Grenier. Serpaggi Laetitia, absente. Éric Blénat, pouvoir à Xavier Hédou. Franck Présumé, pouvoir à Clotilde de Berthier. Stéphanie Bessé. Sébastien Ginesté, Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banqueri. Nicole Cluzel. Robert Pazero. Julie Ladré. Yann Denis. Orlane Fanger. Xavier Hédou. Voilà, donc le quorum est largement atteint, nous allons donc pouvoir délibérer sans problème. Il faut tout d'abord, nous devons trouver un secrétaire de séance. Non, Charles, parce qu'il fait semblant de ne pas regarder. T'as voulu? Bah, je t'ai vu. Allez, Charles, j'ai vu qu'il n'a jamais été dans la liste. Voilà, donc Jean-Charles Banquieri. Premier sujet, l'approbation du compte-rendu de la séance du 3 octobre 2023. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Le compte-rendu de la dernière séance est adopté. Je vous remercie. Comme d'habitude, je vais vous donner le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Donc, je vous lis les décisions et vous me dites si vous avez besoin de précision. La première décision, qui est la mission donc, de détection, de géoréférencement du réseau d'éclairage public de la commune de Tullin, dans le cadre du transfert de la compétence éclairage à TE 38. Il fallait géoréférencer tous nos éclairages publics. La signature du contrat pour la maintenance et l'hébergement du logiciel NetADS, NetSVE, donc c'est pour l'instruction des dossiers urbanisme. La signature d'une convention de formation avec le CFEDEM, donc c'est la formation de nos agents RH pour l'accompagnement pour l'accompagnement des agents dans la carrière professionnelle. Une DM numéro 3. Alors la DM numéro 3, c'est celle que nous avons modifiée. Qui concerne. Je vois de moins comment c'était. Est-ce que je suis bien la DM? Oui, c'est ça, j'enchaîne bien. Donc, juste pour information, en dépenses, la diminution de crédit de 27 700 € sur la sécurisation des voiries et l'augmentation de crédit donc, concernant les stades, donc 7 700 € et concernant le Square Vieilly, 20 000 €, en augmentation de crédit. Ça, c'est pour les dépenses. Pour les recettes, diminution de crédit, il n'y en a pas, et l'augmentation de crédit, il n'y en a pas non plus. Donc, c'était bien une DM en immobilisation courte donc de 27 700 €. Si j'ai bonne mémoire, c'est pour le Square Vieilly, c'est pour compléter les travaux du Square Vieilly.
Voilà, parce qu'on avait mis. Non, la fresque, c'est une autre game. C'est le stade, ah c'est ça, pardon, c'est le stade, c'est la fresque. Alors la fresque, on vous en parlera. Il n'y a pas, voilà, c'est la fresque qui sera faite au stade. Donc là, c'est simplement des crédits qui sont bougés. Il n'y a pas d'augmentation de rien du tout, hein, c'est juste des crédits qui bougent dans les lignes comptables. Qu'est-ce qui fait, excuse-moi, du coup, qu'est-ce qui fait que cette DM passe par la décision et une autre DM après et votre explication? C'est depuis que nous sommes dans la M57, les décisions modificatives budgétaires passent en décision du maire, sauf celles qui concernent le 012. Les personnels. Voilà, c'est la M57 qui fait ça. Et la M57, c'est-à-dire? C'est la nouvelle comptabilité. Voilà, nomenclature budgétaire. On va devoir te faire des cours de rattrapage du coup. Je poserai plein de questions comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci, on répondra. L'acceptation, décision suivante, l'acceptation du devis donc, proposé par la société Terre Idéale pour les travaux d'aménagement du square Guévi, budget participatif 2023, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. On avait voté un budget de 50 000 €, on a dû monter un petit peu parce qu'on en a profité pour rajouter un point d'eau, pour sécuriser autour, donc c'est pour ça qu'on a dû faire cette décision modificative entre autres. L'acte modificatif numéro 1 au marché, donc 2023, accord cadre avant de commande, transport d'enfants et d'adultes. Donc ça, c'est le bus pour le scolaire et le périscolaire surtout. Donc les prix ont changé, hein, comme vous pouvez imaginer. Après l'acceptation des devis et l'engagement d'un prestataire pour la réalisation d'une fresque au sol et d'une fresque murale. Voilà, c'était ça. Donc la fresque au sol, elle sera sur le terrain de basket du stade Jean-Valois et la fresque murale sur le mur des courts de tennis. C'était aussi l'objet de l'ADN, pour aller chercher des financements sur une autre ligne. Ensuite, la signature d'un devis pour la réalisation de travaux sur les équipements sportifs de la commune. Donc là, c'est pas avec la société Playgon et Transalp, hein, c'est comme régulièrement, il faut entretenir les équipements sportifs de la commune. La signature de convention donc, de mise à disposition du véhicule Fiat Talento, donc on met à disposition de la LJC. Après la signature du devis de prestation Cyril Group, donc ça c'est pour notre logiciel service RH. C'est des mises à jour et des formations certainement. Ensuite, la signature d'un mandat de gestion provisoire avec Alvisère Habitat pour l'ensemble immobilier L'Îlot de Fur. Donc c'est l'ancienne pharmacie de Fur, hein. Il y a une convention avec Alvisère Habitat. Et en attendant de passer la convention au prochain conseil municipal, nous avons dû faire une convention provisoire parce qu'ils nous ont appelé un peu tardivement pour ce conseil municipal. Donc la convention sera repassée au prochain conseil municipal. On a fait ça en attendant. Ensuite, la signature d'un devis pour l'adressage de la commune, donc en conformité avec la loi 3DS, vous avez dû voir passer la communication. En fait, c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2024 d'être dans la BAN, hein, c'est la boîte d'adressage nationale, afin qu'il n'y ait plus de problème de livraison de colis, qu'il n'y ait plus de problème de fibres, de secours, de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines rues où c'est difficile de trouver une maison. Donc c'est obligatoire, hein, une maison, un coffre, enfin, c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps à Tulin. On a signé ça fin de l'année et ça a démarré d'ailleurs, le travail a démarré. La signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle intitulé Et si on chantait donc pour une représentation le 18 novembre 2023. La signature d'une convention de mise à disposition du local Espace Jeune, donc avec le comité Miss Excellence Rhône-Alpes. Et enfin, l'engagement du cabinet CDMF pour conseil dans l'affaire, donc c'est des avocats, voilà, dans une affaire de travaux sans autorisation qu'on sort des Bernardis. Voilà pour les décisions. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour avec les délibérations. Donc les premières qui concernent l'administration générale. Donc la modification de la composition des commissions municipales suite à la démission d'un conseiller municipal. Vous avez eu la note de synthèse avec la composition des commissions.
Voilà, donc c'est le remplacement de Jean-François Rimémeil par Xavier Hédou, présent ce soir. Je vous propose qu'on vote toutes les commissions d'un seul bloc. Pas d'objection pour la composition des nouvelles commissions. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot de votre part? Ce serait sympa. Pour vous connaître un petit peu mieux, vous nous posez des questions. Alors peut-être qu'on le fera à la fin, René, au moment des questions diverses. C'était juste pour aller mieux. Voilà, on fera ça au moment des questions diverses. Pas de questions sur la composition des commissions, qui est contre, qui s'abstient. L'organisation des commissions est donc validée. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, toujours dans l'administration générale. Donc la désignation d'un élu référent forêt au sein de la CAPV dans le cadre de la stratégie pluriannuelle forêt-bois 2023-2027. Donc c'est aussi en lien un petit peu avec ce que disait Dolores, des problématiques de feu. Donc le Pays Bordelais s'est saisi de la question en prenant en compte le fait qu'il va falloir gérer dans l'avenir nos forêts. Voilà, et donc je me suis proposé comme référent, parce que j'ai du temps pour aller faire les copiles. Voilà. Si quelqu'un veut prendre ma place, je veux bien, mais il faudra être présent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai démarré les réunions pour la CRTV. S'il n'y a pas d'objection, qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Il n'y en avait que 2. Oui, ensuite on passe aux finances. Donc, les délibérations habituelles du dernier conseil municipal de l'année. Donc, l'autorisation qui m'est donnée d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La décision budgétaire modificative numéro 4. Donc, vous en avez eu une, et depuis, elle s'est encore modifiée. Je vous donne les modifications qu'il y a eu en plus de ce que vous avez. Donc, il y a eu l'augmentation, en fait, de la ligne 2051, la 10 Urba, donc pour tenir compte d'une nouvelle dépense du logiciel, donc liée au transfert de la compétence publicité qui va dérouler au 1er janvier 2024, donc plus de 1 200 €. La création d'une ligne 2313 050 pour les écoles, pour le PPMS dans les écoles, pour la partie investissement, donc la personne est au courant, donc Dolores et Anne vont la prendre en direct ce soir, plus 40 000, je vous expliquerai pourquoi après, et la création d'une ligne 2313 50 école pour le remplacement d'une vitre à l'école des Moulins, donc de plusieurs vitres, pour 3 500 €, et la création d'une ligne pour la maintenance du système de PPMS, plus 6 500 €. Ça, c'est en augmentation de dépenses. Donc, je vous explique, le PPMS, depuis plusieurs années, on doit mettre un système anti-intrusion dans les écoles, en rapport de ce que disait Dolores tout à l'heure. On avait prévu de le mettre au budget 2024, mais on a eu la belle surprise que compte tenu des coûts d'augmentation, ce système passait de 41 000 € à 57 000 € en 2024. Donc voilà, donc j'ai un petit peu embêté notre directeur des services financiers pour essayer de passer ça sur 2023 et de trouver les crédits. Donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires. On allait prendre les crédits, et c'est ce qui est dans la ligne d'après. Sur les recettes, on va prendre ça pour équilibrer l'investissement. La ligne PAV, qui ne sera encore pas cette année parce qu'ils vont se faire dans le cadre de la place de Torvalois, et donc il restait de l'argent sur cette ligne qu'on n'avait pas du tout touché. Donc c'est ici qu'on réduit, qu'on prend sur cette ligne-là, et pour le fonctionnement du PPMS, on prend sur la ligne DGF qui a été abondée en 2023. Un peu plus que ce qui était prévu. Voilà, donc il y a ça en plus de l'ADN que vous avez eu. Donc c'était juste histoire des 40 000 €, parce que j'estimais que de faire une économie de 16 000 € pour quelques jours, ça valait le coup quand même de trouver une solution. Oui, surtout pour... Donc du coup, c'est juste l'objet de cette DM. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Xavier. Oui, juste techniquement, c'est possible de faire des modifications comme ça en dernière minute sans qu'on ait eu le document avant? Parce qu'on parle de 40 000 € comme ça, c'est pas... Tu
contre. C'est dommage pour la sécurité des enfants, c'est mal vu quand même. Effectivement, on parle d'un PPNS, donc évidemment, on va faire ça sur un truc là. On ne peut pas voter contre ce truc-là parce que ça a une importance et on connaît l'enjeu qu'il y a derrière ça, mais là, je trouve ça pour le coup dommage qu'on ait ces informations-là en dernière minute. Bon, après, Je t'ai expliqué pourquoi, c'est parce qu'en fait, c'était. Alors, très clairement, hein, le directeur financier, il m'a dit on met ça en 2024 et on laisse en 2024 et on l'arbitre. Mais je me suis dit que les 16 000 euros, on en aurait bien besoin ailleurs. Voilà, c'est uniquement comme ça. Et comme du coup, j'ai le droit de le faire. C'est de la question aussi derrière. C'est quelque chose qui est possible de. Ah oui, je ne m'amuserais pas à faire des choses pas autorisées, bien sûr. Sinon, la délib, elle ne passerait pas à la préfecture. Non, mais du coup, on s'abstiendra simplement. D'accord, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, il y en aura d'autres, hein, des comme ça. Hein, parce qu'on essaye d'être réactif, en fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Pour 4, sûrement. Avec les pouvoirs. Ensuite, donc le versement d'un acompte sur la subvention attribuée donc au CCAS dans l'attente donc du vote du budget 2024. Donc vous savez que c'est la commune qui abonde le budget du CCAS et compte tenu donc des salaires entre autres et des charges qui doivent être réglées janvier, février, mars avant le vote du budget, on est un peu obligé d'anticiper le vote du budget si on ne veut pas que le CCAS y meure. Voilà, donc c'est l'explication. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, l'autorisation donc, de signature d'une convention de refacturation réciproque de charges entre le budget donc, de la commune et le budget du CCAS. Vous avez l'explication en annexe 1, mais ça aussi, c'est... Donc, je vous expliquais qu'on avait progressé en 2023 sur la partie ressources humaines, en dimensionnant un service pour accompagner les agents, pour essayer de régler quelques irrégularités. On poursuit le travail d'amélioration et d'optimisation d'utilisation de l'argent public, en fait, en essayant que le CCAS, dans son budget, règle bien tous ses frais. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, le CCAS utilise les enveloppes de la commune, le CCAS ne paye pas forcément les fluides, le CCAS utilise les moyens de la communication de la commune. Alors c'est très bien dans les faits, c'est comme ça que ça va continuer de se passer, mais tout ça doit être valorisé financièrement pour qu'on ait un vrai budget CCAS, parce que c'est un peu comme si vous partez, quand je dis vous, c'est vous aussi, si on part en vacances avec ses voisins et que c'est son voisin qui paye tout, c'est beaucoup plus facile de partir loin en vacances. Donc c'est plus pour avoir dans l'analyse, parce que je souhaiterais sur 2024 qu'on ait une analyse, une comptabilité analytique de tous les budgets de la commune, de l'école de musique, du cinéma, des subventions, à l'ELJC entre autres, de la piscine, du CCAS, une comptabilité analytique pour savoir exactement tout ce que coûtent réellement les choses. Voilà, parce que ça c'est important, compte tenu de la situation financière de la commune et compte tenu de tous les projets qu'on aura à financer dans l'avenir, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir investir. Et pour être en capacité d'investir, il faut savoir où on passe notre argent. Voilà, pas notre argent, l'argent de la commune. Voilà, donc c'est dans un souci de clarté que nous passons cette délibération ce soir. Question? Pas de question? Si, oui. Donc ça veut dire que la commune refacture au CCAS, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, il va manquer sûrement du budget au CCAS? Non, parce qu'on abonde. Hein. C'est juste que dans tous les cas, c'est nous qui payons. Oui, mais du coup, il va falloir augmenter le budget du CCAS. Certainement. Alors en fait, on n'augmente pas le budget parce qu'on y payait déjà. C'est juste que c'est vraiment un transfert de... Et on aura une vraie visibilité sur ce que le CCAS coûte vraiment. Et donc, ce qui permettra aussi peut-être de dire qu'à un moment donné, il y a peut-être des pistes d'économie à faire au CCAS. Ou pas, hein, j'en sais rien, mais c'est ce que l'analyse nous permettra à terme de faire sortir. Bah, tout, oui, il faut tout flécher. Tout doit être fléché. Enfin, c'est l'objectif sur 2024. Voilà, c'est ça. Des questions?
qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée, je vous remercie. On passe maintenant au personnel communal. Donc, autorisation de signer une convention donc, avec l'association intermédiaire Adéquation. Donc, vous savez que de temps en temps, dans le cadre du périscolaire ou du service entretien, on fait appel à Adéquation. Donc, Adéquation, c'est une association qui emploie des personnes en insertion. Et l'idée, c'est de passer une convention qui, à la fois, les engage un peu plus, et nous aussi, un partenariat. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont censés être un peu plus réactifs. Nous, on est censé aussi passer plus par eux que par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment une convention de partenariat. Alors, avec Adéquation, la commune travaille depuis très nombreuses années. On était à l'arrivée, quand on est arrivé, nous. Moi, je suis au conseil d'administration d'Adéquation, donc je connais très bien l'association. La commune de Turin était le premier client d'Adéquation. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on essaye de se passer au maximum de cette pratique de sous-traitance, c'est plutôt de faire travailler nos agents. Mais quand on est coincé pour des remplacements dans le périscolaire où on doit assurer un taux d'encadrement, eh ben c'est bien qu'on puisse faire appel à l'adéquation. Donc voilà, c'est une convention de partenariat. Dans les faits, ça ne change rien. Question sur cette délibération? Oui, pas forcément sur les lignes, mais plutôt sur le lien qu'on a avec l'adéquation. Est-ce que leur objectif, effectivement, tu l'as dit, c'est l'insertion? Est-ce qu'on arrive à embaucher en direct, après une certaine expérience avec l'adéquation, embaucher en direct justement ces personnes-là? Ça a pu arriver. Eux, ils ne tiennent pas trop non plus parce que ils ont des difficultés aussi comme tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils passent des conventions avec les communes parce qu'ils ont des difficultés à recruter et à garder des personnes. Donc voilà. Par contre, l'objectif étant l'insertion à terme pour eux dans le projet personnel des personnes, ça peut être un objectif d'intégrer la collectivité. Mais c'est pas de venir faire quelques missions et que nous on les embauche. Ça peut être un objectif de travail à très long terme. Voilà. C'est arrivé pour une ou deux personnes il y a quelques années et qui même aujourd'hui ont basculé dans le privé, je dirais. Voilà. Mais c'est quand même l'objectif de conventionner avec l'adéquation, c'est de permettre ce travail aux personnes en insertion. C'est l'objectif. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, le gros morceau du conseil municipal, donc la refonte du régime indemnitaire qui tient compte donc, des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, et l'abrogation donc, des délibérations antérieures relatives au RIFSEP. Donc le RIFSEP, obligation de le réviser cette année, il sera mis en place à partir de l'année prochaine. Je pense que tout le monde a lu les 17 pages de la note de synthèse. Moi, je veux simplement souligner le travail qui a été fait par le service RH et le cabinet Polypéa qui nous a accompagnés. Et là aussi, à l'image de la concertation citoyenne que nous avons fait pour la place Dr Valois, ce RIFSEP, il a été co-construit avec les agents et en lien aussi avec les représentants du personnel. Donc, les agents ont créé un groupe de travail, ont travaillé sur le contenu du RIFSEP et les représentants du personnel l'ont validé en CST il y a une semaine de manière très collégiale. Donc moi je salue vraiment le travail qui a été fait parce que c'est un travail énorme et qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, de ramener un petit peu plus d'équité entre les agents, d'éviter, on va dire, les cas un peu singuliers, même si on en a encore et qu'on en aura encore. Mais voilà, alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais suggestions, expertise et tout ça. Et puis il y aura le CIA qui sera mis en place à partir de janvier 2025, voilà, qui sera un complément d'indemnité qui, aujourd'hui, juste pour information, un CIA, normalement, il est sur, on va dire, l'engagement de l'agent au-delà de ses missions qui sont inscrites dans sa fiche de poste. Aujourd'hui, 100% des agents ont le CIA. Voilà, donc ça c'était la première chose qu'on voulait aussi nous remettre à plat, et les agents aussi, ça vient aussi d'eux, c'est qu'aujourd'hui le CIA, il ne sera pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment par rapport à l'engagement.
mais des critères ont été définis, et pas par les élus ni par les ressources humaines. Elles ont été définies par les agents entre eux, qui souhaitaient que leur engagement soit voilà, sur ces critères, sur ces facteurs. Donc tout est détaillé dans la délibération, et je vous assure que c'est très limpide. Et tout ça sera diffusé, communiqué, accompagné auprès des agents, pour que chacun ait bien la mesure de tout ça. Et à la clé, on en reparlera au moment du budget, mais l'équipe municipale a décidé de valoriser la mise en place du RIFSEP avec une enveloppe de 80 000 €. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste on discute comme ça, on vous dit que c'est bien ce que vous faites et puis il faut rentrer dans les critères. Voilà, on a encouragé en mettant les 80 000 € pour 2024. Et donc là aussi, ça a été salué par, bien sûr, pas tous les agents, la majorité bien sûr. Pour certains, c'est jamais assez. Mais en tout cas, voilà, c'est un effort de la collectivité qui a été fait. Donc 80 000 € et sur le CIA, c'est à peu près une enveloppe prévisible de 20 000 € pour 2025. Voilà, un gros travail est fait sur le fait qu'il faut que la commune de Thuin soit attractive. On a fait beaucoup de recrutements depuis qu'on a été élu. Je peux vous assurer que de venir travailler à Thuin, ce n'est pas forcément très attractif du point de vue financier, mais quand on a des... Voilà, donc à un moment donné, voilà, on travaille aussi sur une marque employeur. On essaye que les agents soient bien à Thuin. Et je crois que depuis quelques temps, les choses marchent plutôt bien. Donc on devait quand même aussi envoyer un signal auprès des agents. On travaille aussi sur les tickets restaurants, sur la prime mobilité, sur, voilà, sur plein de choses qui, pour moi, qui à mon sens, étaient manquantes. Voilà, donc pour le RIFSEP, vous avez des questions? C'est bien que vous n'ayez pas de questions, parce que j'aurais pas eu la réponse. S'il y a une chose, simplement, c'est pas une question, c'est la qualité de la sérénité des gens qui ont participé à toutes ces discussions. Pour avoir travaillé dans le privé en négociation salariale ou autre, je peux vous assurer que là, moi j'ai été impressionné par la qualité, je répète le terme, la sérénité des gens qui étaient satisfaits d'avoir travaillé tous ensemble et qui, a priori, sont satisfaits du résultat. C'est oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'autres questions sur le RIFSEP? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La modification de la délibération 2023-4-2-149 du Conseil municipal du 3 octobre pour l'accroissement temporaire d'activité. Donc là, c'est encore une fois des mises à jour, vous l'avez vu dans la note de synthèse, pour des postes au niveau du périscolaire. Enfin, c'est des ajustements sur des taux horaires, sur des horaires. Voilà, c'est une réduction de quelques minutes, si mes souvenirs sont bons. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Et donc, comme à chaque fois, la modification du tableau des effectifs que nous toilettons à chaque conseil municipal pour ne pas laisser des postes ouverts qui sont inutiles. Est-ce que vous avez... C'est pardon? Les PPR. Voilà. C'est dans le cadre... Alors les PPR, c'est... Vous m'aidez, M. Gillet. Voilà. Parce qu'on avait quelques agents en arrêt très longue maladie, et donc notre service RH s'est penché sur les sujets, et donc pour leur permettre de réintégrer la collectivité ou pas, avec toute une procédure qui s'appelle le PPR. Voilà, donc il y a des postes qu'on ferme, des postes qu'on crée temporairement, parce qu'il faut qu'on les remplace, enfin, c'est très technique. Voilà, c'est l'objet du tableau des effectifs comme à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je vais enfin laisser la parole à quelqu'un d'autre pour le foncier à Florian Grenier. Bonsoir à tous. Alors, acquisition d'un parcelle cadastrée à 4033 auprès de la société Plurimo située au lieu dit le Salamo. Donc, c'est une latitude de parcelles existantes sur le projet en cours de réalisation au domaine du parc. C'est une parcelle qui fait 120 m² qui nous sera
vendu à l'euro symbolique avec dispense de paiement, la commune est déjà propriétaire de l'ensemble du foncier en périphérie. Et c'est un coût, c'est une partie d'une des zones où on a un coup de ruisseau qui passe par le Salamon, une des lacunes du Salamon. Donc en fait, c'est à ce titre-là qu'on l'a récupéré. Oui, question. Pourquoi c'est clair? Pardon? C'est quoi l'objectif de racheter cette parcelle? Ça, je pense que c'est pour éviter qu'il y ait eu dents creuses. C'est pour éviter de. En fait, Plurimo, qui est l'un des deux aménageurs de la zone, nous propose de la racheter parce qu'en fait, sinon elle va rentrer dans. On récupère déjà l'ensemble des espaces publics du Salamon en entretien. Cette parcelle-là n'est pas attachée à l'un des espaces publics, elle est attachée à l'une des périphéries et aux parcelles auxquelles appartient la commune. Et de ce fait-là, au lieu d'avoir une parcelle qui garderait Plurimo toute seule de 130 m², inaccessible en véhicule, étant donné qu'elle est entourée des parcelles de la commune, il nous la cède pour qu'elle rentre dans le patrimoine communal. C'est uniquement un nettoyage de parcelles à la fin du projet. Alors si vous voulez, à la prochaine commission, je vous montrerai le plan que j'ai projeté lors de la dernière commission urbanisme. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je redonne la parole à Florian pour l'aménagement du territoire avec 2 délibérations. Autorisation de signature d'une convention relative à l'exercice au titre de l'année 2023 de la compétence GEPU avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Donc la commune a transféré sa compétence GEPU au Pays Voironnais en décembre 2019. Depuis cette période, le Pays Voironnais gère la compétence. Une convention avait été passée avec la commune en 2019 pour 4 ans, et il convient de renouveler cette convention. Le Pays Voironnais n'ayant pas le personnel pour gérer l'état des bouches extérieures des égouts, leur traitement, leur curage, donc c'est la commune qui s'occupe de ça à leurs frais. On est rémunéré pour cela par le Pays Voironnais toute l'année. Il y en a une partie qui est à notre charge et une partie qui est à la charge du Pays Voironnais. On poursuit dans la même lancée pour accompagner le Pays Voironnais sur l'organisation de leurs services GEPU. Vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Alors, comme vous savez, depuis qu'on a été élu, on a mis en place un plan lumière annuel, donc pluriannuel, où tous les ans, on a mis en place 40 000 euros d'argent de la commune afin de rénover l'ensemble des points lumineux de la commune. Alors, on a passé 2 ans et demi à financer des remplaçants de tableaux électriques qui étaient devenus caducs. On a commencé à remplacer quelques luminaires cette année et l'année dernière, rue du Bar notamment, où, par exemple, dernièrement, l'ensemble de l'avenue Michel Perret sur la zone où on a réalisé les travaux d'enrobé. Donc c'était 45 points lumineux. On a conventionné lors des derniers conseils municipaux sur le transfert de la compétence à TE38. Aujourd'hui, le but est uniquement d'acter et de confirmer l'enveloppe financière des travaux de l'année prochaine pour qu'ils puissent l'inscrire à l'intérieur de leur budget qui sera également voté fin décembre. Donc au total, l'investissement qu'on aura lieu sur la commune sera de 79 360 en termes de coût de rénovation de lumière, donc de remplacement de lumière en mettant en place des lumières LED. Et la contribution de la commune sera de 46 500 euros plus 3 720 euros qui est la participation à Territoire Énergie. Le prestataire aujourd'hui de Territoire Énergie 38, je viens de le rappeler, c'est quand même la Sodeca, l'entreprise turinoise. Et on est en train de définir l'ensemble des lumières qui sont remplacées sur cette première année de mise en œuvre du transfert d'éclairage public. On pense notamment à terminer les axes prioritaires de tous les boulevards et s'attaquer enfin au centre-ville et à son remplacement de lumière. Ça a déjà été un petit peu le cas de Victor Hugo, notamment avec les lumières LED. Diminution d'énergie, diminution du coût de l'énergie, diminution lumineuse également. Donc ça va dans le bon sens. Merci Florian. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre?
remercie. Juste une petite précision, et je m'excuse de ne pas vous l'avoir mentionné. Au moment du vote du RIF 7, je précise que Charles Banquieri ne prend pas part au vote. Voilà, son épouse étant agent à la commune. Voilà, c'était juste une précision. L'éducation maintenant avec Anne Drogo qui va nous parler de 2 délibérations. Donc la première, c'est la signature de convention de participation financière aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires de Tullin pour les enfants non tulinois qui sont accueillis en ULIS, donc unité localisée pour l'inclusion scolaire, durant l'année scolaire 2022-2023. Donc je rappelle que 2 dispositifs d'inclusion scolaire sont organisés dans les écoles élémentaires publiques de la commune depuis 2012. Donc ces élèves sont orientés en ULIS, puisqu'ils ont besoin d'aménagement, d'adaptation pédagogique et de mesures de compensation qui sont mises en œuvre par les équipes éducatives. Cela nécessite un enseignement adapté dans le cadre de regroupement et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Donc c'est la CDAPH, Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, qui décide de l'orientation d'un élève vers une ULIS. Donc sur la commune de Tullin, comme on le disait, il en existe 2, ULIS 1 au sein du groupe scolaire de Fur et ULIS 4 au sein de l'école Lucie et Camille Desmoulins. Donc des enfants de différentes communes sont scolarisés selon ces modalités spécifiques. La commune supporte donc les charges de fonctionnement et pour compenser ces dépenses, nous sollicitons une participation financière des communes de résidence des enfants. Cette participation est bien sûr calculée sur la base d'un coût par élève défini chaque année. Donc je propose d'établir une convention relative à la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Tullin pour les enfants non tulinois qui sont accueillis en ULIS durant l'année scolaire 2022-2023. Donc je demande au conseil municipal d'approuver les conventions qui sont en annexe à intervenir entre la commune et les communes concernées et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions. Il y a des questions. C'est combien d'élèves? 1 et 1. Voilà, un dans chaque ULIS. Un dans l'ULIS de Fur et un dans l'ULIS de Tullin, de Desmoulins. Des questions supplémentaires? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je redonne la parole à Anne. Donc chaque année, refacturation du coût des présents offerts en fin de cycle primaire aux élèves de l'école privée Saint-Laurent non domiciliés à Tullin pour l'année scolaire 2022-2023. Donc chaque année, la commune offre aux élèves de CM2 entrant au collège un présent pour marquer la fin de leur cycle primaire et les aider dans leur entrée dans le secondaire. Pour rappel, c'est une calculatrice dont ils auront besoin pour le collège. Ces présents sont remis aussi bien aux élèves des écoles publiques qu'à ceux de l'école privée de Saint-Laurent. De ce fait, il convient de refacturer le coût de ces présents à l'école privée Saint-Laurent pour les élèves non domiciliés à Tullin. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de refacturation du coût des présents offerts aux élèves de l'école privée Saint-Laurent non domiciliés à Tullin et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Il y a des questions? Merci Anne. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Donc ça, c'est 2 délibérations qu'on passe chaque année à la même époque. Nous allons passer à un peu plus de légèreté avec l'animation de la vie locale. Quoique, c'est un règlement intérieur. Alain, je laisse la parole. C'est un règlement intérieur, effectivement, mais qui va faciliter le travail de tout le monde et l'organisation de toutes les festivités, puisque la promulgation du règlement des événements et festivités. Il est nécessaire de mettre en place un règlement dont l'objet est de définir les modalités d'organisation sur la commune de Tullin des événements et festivités, s'agissant du point de vue matériel, des autorisations et des obligations qui en découlent. Ce règlement doit permettre notamment d'organiser au mieux et équitablement la répartition du matériel en fonction des demandes communales, associatives et sportives, priorité étant donnée aux demandes concernant l'événement municipal, de permettre des interventions
des agents communaux conformément à la réglementation en vigueur, et de disposer d'une vue d'ensemble, et ainsi de maîtriser les événements organisés sur l'ensemble du territoire communal. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement des événements et festivités et d'autoriser le monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Vous avez des questions? Vous avez un annexe 6. Pas de questions sur ce règlement des festivités? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération, pour terminer, alors ce n'est pas une délibération, c'est le rapport annuel d'activité 2022 du service eau et assainissement du Pays de Voironnais que vous avez eu en annexe 7. Donc je vais laisser la parole à Florian, mais ce n'est pas un vote, c'est juste une information. Juste pour vous donner la très bonne nouvelle du Pays Voironnais sur la qualité de l'eau et du service eau et assainissement du Pays Voironnais. Pour rappel, le Pays Voironnais, c'est 31 communes. 21 communes qui ont délégué leurs compétences eau potable au Pays Voironnais. Sur l'année 2022, c'est une cinquantaine de projets d'investissement qui ont été réalisés par le service, que ce soit en eau potable ou en assainissement, pour un montant total de 12 millions d'euros. Sur Tulin, plus précisément, on a eu la rue Robert Dubar avec la séparation des eaux usées des eaux pluviales, la réalisation d'une microstation de pompage qui permet de renvoyer l'eau sur la rue de Maquis et Chambaran. On en a profité également pour annexer des travaux où on a refait l'ensemble du tapis enrobé, créé un cheminement piéton jusqu'au cimetière et permettant d'accéder au gymnase Chantal Mauduit. Concernant l'eau potable, on a eu un remplacement de l'ensemble des canalisations d'adduction d'eau potable sur le chemin de Plante Galère. On en a profité également pour refaire la totalité du tapis pour avoir une meilleure circulation dans la plaine. En termes de très gros chantiers réalisés en cours par le Pays Voironnais, on a la rénovation de la station d'épuration Atlantis qu'on voit sur l'autoroute en direction de Grenoble, avec notamment la mise en place des méthaniseurs pour la gestion des boues et la connexion avec le réseau de Grenoble à la métropole. On est en train de négocier et on a validé avec la métro de se raccorder sur leur réseau d'eau potable pour, en cas de pénurie, on puisse avoir l'eau de la métro qu'ils ont en abondance au vu des nappes phréatiques qu'ils ont et permettre de nous raccorder le jour où on aurait une pénurie potentielle sur les sources où puise le Pays Voironnais. En termes de taux de renouvellement, le Pays Voironnais est à 0,98% pour l'eau potable, là où la moyenne française est à 0,67%. Donc en termes de chiffres, on n'est pas trop mal. On a une légère baisse de la consommation moyenne des abonnés de 93, qui sont passés de 97 à 93 mètres cubes. On a une très bonne eau qui est conforme sur 97,2% des paramètres physico-chimiques et 99,8% pour les paramètres bactériologiques. Voilà pour la qualité et le rapport annuel sur la prix et la qualité du service eau et assainissement du Pays Voironnais. 98. Alors que la moyenne, c'est 70. Exactement. On a été très très bon sur la reprise des fuites et les écoutes nocturnes qui a eu lieu sur l'ensemble du territoire. S'il y a des questions sur ce rapport, il est donc juste pour information. Nous arrivons au terme de l'ordre du jour de ce conseil municipal, donc on va laisser. Est-ce qu'il y a des questions avant de laisser la parole à Xavier qui se présentera? J'ai pas entendu. J'ai une question, mais vas-y. Par rapport à la cantine scolaire, il me semble qu'il y a eu quelques soucis à la rentrée notamment. Je voulais savoir où est-ce que ça en était, de quel ordre étaient ces soucis-là, parce qu'effectivement j'ai entendu que c'était fermé, mais je préfère aller chercher l'information à la source directement. Alors c'était pas fermé. Nous avons eu quelques. Je laisserai après Anne parler du sujet. C'est pas fermé, on a maintenu en fait l'accueil des enfants. C'est juste que nous n'étions pas en capacité, par rapport au taux d'encadrement, d'emmener les enfants au restaurant scolaire à la Pléiade. Ce qui du coup pose un problème, ce déplacement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet de groupe scolaire et de cantine scolaire. Parce que cette situation elle est intenable en fait. D'être obligé de déplacer des enfants de Floréal et des Moulins pour venir manger ici, ça fait des contraintes et des coûts
Je vous expliquerai le coût des transports lorsqu'on votera le budget, qui pour moi passe mal. Voilà. Mais là, c'était plus un problème de personnel. Anne va compléter tout ça. Alors, le souci, c'est que dans un accueil périscolaire qui est déclaré, à Jeunesse Espoir, on est obligé d'avoir un pourcentage de personnes diplômées, de non-diplômées, de rentrées et de... Là, ce qui se passait, c'est qu'en fait, pour pouvoir amener les enfants de l'école Floréal à la cantine, il faut le bus. Et dès qu'on prend ce mode de transport, ça fait augmenter notre taux d'encadrement. On a eu effectivement une pénurie en termes de recrutement à la rentrée, où on a eu beaucoup moins de candidatures que d'habitude. Cette pénurie, elle est de partout. Moi, j'ai pu échanger avec d'autres adjointes de ville, même les plus grandes, mais partout, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus un métier attractif, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'aide pour passer son BAFA, et qu'effectivement, les gens ne se tournent plus vers l'animation. Là où c'est passé les autres années, c'est pas passé cette année. Et vous rajoutez à ça des arrêts de personnes titulaires et diplômées. On ne pouvait plus assurer, mais effectivement, comme l'a dit monsieur le maire, nous avons assuré au moins un service de restauration par un pique-nique, ce qu'on appelle tirer du sac préparé par les familles. Et pour la petite anecdote, même si c'est un petit peu se gargariser, je pense que ça a été le meilleur moment pour les enfants et les animateurs, qui n'étaient pas pressés par le bus, qui n'étaient pas pressés par l'heure. Et aujourd'hui, j'ai presque d'excellents retours de cet épisode et des enfants qui veulent revenir au pique-nique pour certaines... Oui, je sais, le parent ne sera pas content à côté de moi. Mais pour dire que ça n'a pas été un événement traumatisant, nous, oui, ça a été très compliqué pour les parents, pour les familles, pour les agents, et puis pour notre équipe qui devait porter ça. En tout cas, voilà, ça reste heureusement un bon souvenir pour les enfants. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que cela se passe de nouveau, même s'il y a eu des recrutements entre les deux. C'est vrai qu'au niveau des RH et au niveau du service périscolaire, ils ont pu réactiver leur réseau. On a eu quelques recrutements, mais aujourd'hui, on est encore manquant. Et c'est une situation qui peut se reproduire s'il n'y a pas de personnes si on n'a pas plus de recrutement. J'ai juste pas compris pourquoi le taux de prendre le quart augmente vraiment. C'est comme ça, c'est le taux d'encadrement imposé par Jeunesse Espoir. Du moment où vous prenez un bus, vous augmentez le taux d'encadrement. Je n'ai pas les chiffres exacts, si j'avais eu vos questions à l'avant, j'aurais pu davantage préparer mon sujet. Et c'est comme ça, c'est le taux d'encadrement qui est obligé d'être augmenté. Et on est obligé d'avoir des adultes avec les enfants dans le bus. Et surtout, le BAFA, dont tu parles, qui est important, c'est le pourcentage de BAFA. Les titulaires de BAFA, il y avait des gens qui pouvaient être embauchés, mais qu'en fin de compte, on n'a pas pu embaucher parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Ce qu'on a enregistré. C'était une bagarre de la part de la Je pense que c'est sans doute lié plutôt à une répartition des enfants qui faisait que ça coince à un moment donné. Mais le taux d'encadrement, on ne demande pas parce qu'on est dans un cas. Écoutez, je garderai votre adresse mail et je vous passerai les données. Je pense que si on s'est retrouvé dans cette situation, je vous assure qu'on a pu revoir les textes dans tous les sens. Et là, on était vraiment en problème de personnes diplômées si on en arrive à cette situation. Et effectivement, c'est national, voire même international. Je ne doute pas qu'il y ait des soucis effectivement sur le recrutement. Je pense que le problème est peut-être lié sans doute à une répartition des enfants différente parce qu'on prend 4, mais ce n'est pas le fait de monter dans un 4 qui change le taux d'encadrement. On est avec des tout petits de maternelle. Oui. Il n'y a pas de souci, j'apporterai les éléments nécessaires, il n'y a pas de problème. Juste pour compléter, parce que on ne se satisfait pas de cette situation. Donc au niveau du Pays Voironnais, parce que, comme tu l'as dit, on n'est pas les seuls, loin de là. Je rappelle juste que certaines communes qui ont certainement les moyens autres que les nôtres, celles de Grenoble, ont fermé des restaurants scolaires comme ça direct. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. On a accueilli les enfants. Donc je tiens à le préciser aussi. On s'est saisi du sujet au niveau du Pays Voironnais parce que d'autres collègues maires ont exactement la même problématique, Charly, Baladru, Voiron. Donc une réflexion est lancée dans le cadre de la Maison de l'Emploi pour essayer de travailler sur la formation de jeunes et d'avoir un pôle de remplaçants qui pourrait être utile à toutes les communes du bassin de vie du Pays Voironnais. Voilà. Donc la Maison de l'Emploi s'est saisie du sujet sur 2024 en essayant d'apporter une solution pour le territoire. Voilà.
Pardon, vous avez oublié un élément, c'était aussi les enfants qui montent à pied de l'école des Moulins jusqu'au restaurant scolaire. Donc on avait les deux problématiques, c'était à la fois le pédibus et à la fois le bus. Et du coup, c'était cette répartition des animateurs sur les deux transports, je m'en excuse de ne pas l'avoir cité, qui faisait qu'on n'avait pas le nombre de personnes diplômées. Ça ne concernait pas que les enfants de maternelle, autant pour moi. Et pour être très clair aussi, c'est ce que j'ai dit aux représentants du personnel qui nous ont posé la même question, des agents qui signent un contrat le vendredi, qui ne viennent pas le lundi, voilà, il y a quand même un sujet là, c'est deux personnes qui nous ont fait ça. Donc à un moment donné, quand on signe un contrat, on le lit, et quand on signe, on est d'accord avec ce qui est écrit dedans. Je ne donnerai pas au conseil municipal l'excuse de ces deux agents, mais j'en rigole encore, jaune. Parce qu'on pense qu'au bout du bout, c'est pour accueillir des enfants en fait. J'ai quand même un peu l'impression aujourd'hui que dans les écoles, on oublie en fait que c'est des enfants et qu'on ne fait pas ça que pour soi, et que quand on s'engage sur un métier comme ça, on a une responsabilité. Visiblement, pour certains, c'est plus le cas. En tout cas, nous, on prend les nôtres et on n'a pas fermé le restaurant. Je peux vous assurer que la semaine, Flavie, responsable du Périsco, avec ses responsables, ses référents dans les écoles, faisait des calculs dans tous les sens. Et chaque soir, en se disant est-ce que demain il y en a un qui va nous planter ou pas, que ça c'est une réalité, il faut entendre. Aujourd'hui, on ne sait jamais combien on va avoir d'agents le matin quand on démarre à l'école. Jamais. C'est de la science occulte. Donc c'était une période très compliquée. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de trouver une solution pérenne. Et même là, quand on a fait appel à l'équation, ils n'y arrivaient pas. Parce qu'eux aussi étaient en manque de personnel. Voilà. D'où le RIF7 et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, où l'objectif était aussi, dans le RIF7, de valoriser un peu plus les catégories C et certains agents qui, je veux bien l'entendre, le métier d'animateur périscolaire, ça ne doit pas être rémunéré forcément au top. Donc on a aussi travaillé là-dessus. Du coup, ça a été déduit de la facturation famille, je suppose? Ah oui, bien sûr. Avec quand même oui. le taux de facturation à 70 1,70 €. On a eu, pour être très clair, et il faut reconnaître le travail de Anne Drogo et de Flavie Robert, c'est qu'il y a eu tout de suite une communication auprès des parents délégués. Les parents délégués ont fait un mail aux parents. En étant parent, je surveille ça de loin également, parce que j'ai reçu le mail. Et tout était très factuel. Anne a très bien expliqué la situation, les parents l'ont très bien compris, moyennant 1 ou 2 parents. Vous imaginez que finalement, sur 300 ou 400 parents, c'est rien. Mais en tout cas, c'est une situation qui n'a pas créé de souffrance. Et l'été indien nous a bien aidé aussi, puisque une semaine à pique-niquer dans la cour de l'école par 25 degrés, c'était idéal. On espère juste que ça ne se repassera pas en ce moment, même si on a des salles chauffées. Voilà, pour ce petit souci de rentrée. Périscolaire, c'est très compliqué. Donc, si plus de questions, donc Xavier, tu vas pouvoir. Ah, si, pardon. Sur la vidéoprotection? Oui. Je voulais savoir où ça en était. Ça marche. Voilà. Il y a des retours déjà. Pardon? Si toutes les caméras fonctionnent bien. Voilà, on est après terminer les derniers petits réglages parce qu'il faut cacher les parties privées. Voilà, mais c'est en fonctionnement. Les policiers municipaux ont été formés. Voilà. Nous sommes 3 ou 4 à être autorisés à aller voir les caméras, je ne sais plus, 3, la police municipale plus moi. Voilà, et donc les images vont pouvoir être saisies maintenant par la gendarmerie. Et on prolongera le déploiement des caméras devant les écoles d'ici peu. On a encore quelques petits soucis techniques de fibre pour devant des moulins et Furc, mais il y aura des caméras incessamment sous peu devant les 2 écoles. Elles sont situées où pour l'instant? Alors, j'ai place Docteur Valois, 2 parking Jean Jaurès, 1 vers la Poste, au collège, la Cressonnière, Libération, ce qui est bizarre,
et il y aura les deux, et la piscine, et devant les deux écoles. Il y en a 13, alors je pense avoir fait le tour. Alors, pour l'instant, nous avons simplement essayé de terminer ce qui avait été fait avant notre arrivée, non sans mal, puisqu'on a mis 3 ans pour essayer de démêler la... Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, démêler la pelote de fibre. Donc maintenant, on va passer à une deuxième phase. Oui, mais là encore, il n'y aura pas de concertation citoyenne, parce que ça, c'est de la technicité, donc ça sera un sujet qui sera, et c'est ce qui est différent de ce qui s'est passé sur la première phase, c'est la police municipale et la gendarmerie qui travaillent sur l'implantation des caméras. Alors oui, je pense que tout le monde en veut devant chez soi pour surveiller sa voiture, pour surveiller son commerce, on peut l'entendre, mais ça ne sera pas le critère. Le critère, ça va. Je peux vous annoncer que l'objectif que j'ai donné aux policiers municipaux pour la prochaine phase, c'est les bâtiments communaux. Voilà, nous avons quelques soucis avec le dojo de temps en temps, quelques soucis avec le gymnase. Donc les bâtiments communaux, donc peut-être l'église, c'est un bâtiment communal. Non mais... Oui, en fait, c'est ça, en fait, après on va faire des points stratégiques. Mais comme on est à peu près sur 10 000 euros la caméra... Oui, en tout cas, on sait qu'une commune comme la nôtre, on doit pas remonter entre 60 et 80 caméras. Comme on est à 13, il y a encore un peu de marge. Mais on va y aller parce que tout ça génère aussi, on en parlera au mois de mars, des frais de fonctionnement. Pendant que les policiers municipaux vont saisir les images, ils ne sont pas sur le terrain. Et je vous assure que je n'ai pas envie de passer ma vie, moi, dans le local à images. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand la gendarmerie vous appelle en disant « J'ai besoin que vous me preniez des images entre telle heure et telle heure, tel jour », vous ne pouvez pas leur dire on verra ça demain. Donc du coup, il y a aussi un vrai enjeu au niveau de la police municipale d'organisation. Voilà. Mais enfin, en tout cas, c'était un sujet qui était attendu par les Tulinois depuis fort longtemps. Nous y sommes arrivés. Non sans mal, encore une fois, à l'occasion pour vous expliquer, si vous avez envie. D'autres questions? Xavier, on t'écoute. Comment est l'école des fans? Ah oui, alors le micro pour bien comprendre. Donc, moi je suis Xavier, alors ça fait 25 ans à peu près que je suis tulinois. Je ne connaissais pas du tout la région avant d'y arriver. Quand je me suis posé, j'ai su tout de suite rapidement que j'allais poser mes valises là pour longtemps. Je suis arrivé là par hasard et puis j'y reste parce que j'aime cette ville, clairement. Quoi dire d'autre? Alors effectivement, j'étais élu au mandat précédent, entre 2014 et 2020. Par ailleurs, je suis administrateur de la FJC depuis de nombreuses années, du basket depuis cette année, et quoi dire d'autre? Alors professionnellement aussi, d'où ma question tout à l'heure, vous allez vite le comprendre, je suis aussi délégué territorial pour une fédération d'éducation populaire, et j'ai en charge notamment différentes structures sur l'Isère et le Rhône, des zones de quartier, centres de loisirs, centres sociaux, etc. Donc effectivement, je m'intéresse particulièrement à la question de l'éducation, et c'est pour ça qu'effectivement je pose des questions de ce type-là. Mon boulot consiste à driver un peu les directeurs de ces structures-là et d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la politique éducative. Voilà, alors c'est pas la même que mon collègue absent, c'est pas la même chose. Voilà. S'il y a des questions, évidemment, je réponds sans problème. Merci. Je vais récupérer le micro pour terminer. Plus d'autres questions? On va clôturer le conseil municipal. Vous aviez une question? Oui, voilà. Donc on clôture l'ordre du jour. Voilà. Et on vous écoute. Ok, merci. Je reviens sur l'éducation. Comme vous le savez, le maire, je crois qu'on a eu des petits problèmes sur une classe. Je parle au nom des parents d'élèves. C'est pour ça que je vous rappelle que votre enfant aussi est dans la même classe qui pose problème. Ça fait quasiment depuis le début de l'année, ils n'ont pas eu la moitié de leur cours à cause d'une prof qui est absente. Et je ne cherche pas un élément de réponse, mais plutôt une aide pour savoir où on peut
fouiner pour essayer de faire avancer le sujet. J'ai essayé d'appeler la circonscription M. Dreveton, ouais, voilà. Se disant que le dossier était passé en dessous de la pile, puis non, puis parce que demain on n'a toujours pas de professeur, c'est vraiment catastrophique. C'est quelle classe? CM1, CM2, bah, je dirais. Alors bon, ça sera, on ne peut pas épiloguer parce qu'en plus, comme dirait l'autre, j'ai deux casquettes, hein, mais simplement de dire que moi je me suis saisi du sujet tôt, peu importe que ma fille soit dans cette classe ou pas, mais ce que j'ai dû rappeler aussi de manière claire, c'est que l'éducation nationale n'étant pas ma prérogative, nous c'est le périscolaire, donc ce qui se passe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 n'est pas sous ma responsabilité. Je ne peux que inciter l'éducation nationale à régler le problème. Moi, je me pose simplement une question, donc c'est bien que vous m'interrogiez là-dessus, parce que ça me permettra de le dire haut et fort. Je trouve que les parents et les parents délégués sont beaucoup plus prompts à se mobiliser quand il y a des problèmes de sécurité devant l'école alors que nous nous en occupons, plutôt que de s'occuper de la continuité pédagogique de nos enfants. Donc je suis plutôt en colère contre tout le monde, mais pas contre vous, hein, mais en tout cas, et je vais rencontrer, il y a une évaluation de l'école en ce moment, vous le savez, vous avez répondu à un questionnaire, et j'ai donc demandé à rencontrer ces personnes-là, que je rencontrerai sur les lieux du crime, à Desmoulins, le jeudi 7, voilà, pour leur évoquer ce sujet-là. Voilà. Mais il faut que je reste dans mon rôle de maire, je n'ai pas à m'impliquer dans l'organisation de l'éducation nationale, comme l'éducation nationale n'a pas à s'impliquer sur le périscolaire, même si ils le font. Et moi, je resterai dans mon rôle. Voilà. Du coup, on ne peut pas passer par Madame Michaud pour avoir quelques... S'il y en a des infos, mais... Ah non, en tout cas... En fait, ce qu'il faudrait que le monde de l'éducation comprenne, c'est qu'ils ne viennent pas s'occuper de nos affaires, et nous, on ne s'occupe pas de leurs affaires. Mais c'est ce que je vais rappeler jeudi prochain, en fait. C'est que là, ils ont un vrai problème, et qu'ils s'occupent de leurs problèmes plutôt que de venir s'occuper des nôtres. Voilà. C'est ce que je vais rappeler très clairement jeudi. Donc il est possible que ça fasse un peu des histoires, mais peu importe. Voilà. Il faut que chacun s'occupe de ses affaires. Moi, je ne peux pas entendre qu'on me dise on ne peut rien faire, parce que quand c'est moi qui dis ça en tant que maire, on n'accepte pas. Je ne veux pas reprendre l'exemple des pique-niques, mais nous, on a pris nos responsabilités, parce qu'en fait, très clairement, on aurait pu dire ah bah, on n'a personne, gardez vos enfants à midi, débrouillez-vous, et puis faire les mails de réponse en disant on est désolé, on fait le maximum, mais on n'y arrive pas. Ah non, nous on fait le maximum, mais on y arrive. Alors c'est jamais parfait, mais on prend nos responsabilités. Et il me semble, et c'est ce que je répéterai jeudi, que là, l'éducation nationale, c'est un peu limite. C'est un peu limite, parce qu'on est bien d'accord que si le CM2 était inutile, il faut le dire tout de suite, ma fille, elle est directement en 6e en fait. Et puis votre fils ou votre fille aussi. Voilà, donc là c'est un vrai problème, et qui à mon avis va durer, il faut qu'on soit clair. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir... Non, moi, j'ai une réponse de ce côté-là, et puis de votre côté également. Voilà, mais en tout cas, moi je vais parler. Je rappelle juste que l'école est obligatoire pour tous, et qu'en fait, si vous avez tous parents amené vos enfants devant l'école, pardon, hein, je sors un peu de mes prérogatives, il y a des obligations. Oui, ça change pas au problème final, en fait, tout simplement. Non, mais il n'empêche que certains, on nous rappelle bien nos droits et nos obligations et nos devoirs, il est temps aussi de rappeler à l'école les leurs. Ouais, c'est un peu ce que je vais raconter jeudi là. Bon. Mais en tout cas, c'est clairement inacceptable. Bon, l'éducation nationale a certainement le même problème que nous de recrutement. Bon, l'école est obligatoire, pas de bol. Alors, ce qu'il faut se dire, hein, c'est qu'à un moment donné, et je tiens à le préciser ce soir, quand il y aura des fermetures de classe à Tullin ou à Fur, il ne faudra peut-être pas que les gens se mobilisent en disant il ne faut pas qu'elles ferment. Parce que si aujourd'hui on n'est pas en capacité de mettre des instits devant des enfants,
moi je préférerais que ma fille soit dans une classe de 32, mais qu'elle aille à l'école tous les jours, plutôt que d'être dans une classe de 26 et de ne pas aller à l'école. Et ça, je le défendrai en tant que mère et en tant que parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudra pas venir me chercher pour me dire « Monsieur le maire, il faut nous aider à garder la classe ouverte. » Parce que la problématique qu'on a là à Desmoulins, il y a la même afflure. Exactement la même. Qui, pour d'autres raisons, la maîtresse n'est pas là. Alors, moi, je n'accable pas les maîtresses, elles ont certainement des problèmes. Elles dépendent d'une organisation. Mais en tout cas, à un moment donné, on peut faire des classes à 26, mais on ne peut pas les maintenir. Faisons des classes à 32. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Si à un moment donné, on ne peut pas. Voilà. Donc je vous avoue, je suis très en colère là-dessus. Parce que je ne suis pas inscrit. C'est pas à moi à faire des fractions à ma fille. Je ne me rappelle pas comment ça marche. Voilà. En tout cas, moi je fais ce que je peux en restant dans les clous. Parce que. Mais il faudrait que les parents, en moyen de pression avec les parents délégués, je pense. Voilà. J'ai reçu, on a reçu le cours. Voilà. Je pense qu'il faut se mobiliser. Peut-être au-delà de M. Drefton, en fait. Qui lui aussi est dans un. J'ai pas réussi à avoir, c'est pour ça aussi que je cherchais. J'ai pas voulu le dire. Ah bon? Non. Pour la DSEM Pour monter en dessus de chez Drefton, j'ai pas réussi à avoir l'information. Parce qu'en fait, ça repasse par l'académie de Grenoble, évidemment. En off. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, voilà. On est sur le sujet, et c'est vrai que. Encore une fois, si le coup de dire on est sur la pile, je pense qu'ils le disent à toutes les écoles qui téléphonent. Voilà, il y a un vrai problème en tout cas. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas prêt de s'arranger. Bon, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et puis,